Bonjour à tous, Interaction c'est votre fonds et c'est votre émission chaque vendredi 12h30. Nous réalisons un comité de gestion en direct pour arbitrer les différentes positions de ce fonds qui est éligible au PEA et sur lequel nous vous invitons à nous challenger dans le chat qui est à côté de ce player pour nous poser toutes vos questions et venir interroger les choix de nos amis gérants, en l'occurrence Agnès Delors. Bonjour Agnès. Thomas. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Tourte. Bonjour David. Bonjour Thomas. Qui est aussi membre de l'équipe de gestion. On va commencer tout de suite, vous en avez l'habitude, par un petit tour du paysage macroéconomique. David, qu'est-ce qu'on retient cette semaine ? Alors, un environnement géopolitique dégradé et une absence de signal favorable en provenance de Chine. Donc, ce qui agite les marchés, on a une très forte volatilité, des prises de profit sur les marchés actions et une baisse des taux d'intérêt en zone euro alimentée par une attente d'un QE plus fort ou plus long. La Chine, c'est vraiment, c'est plus qu'un grain de sable, c'est un caillou, un parpaing qui nous a fait trébucher sur les marchés depuis quelques semaines. Maintenant, c'est vraiment ça qui explique cette espèce de tempête sur les bourses. Alors, il faut relativiser. On a eu un chiffre en dessous des attentes au mois d'août. On va le voir, on va le montrer avec les indicateurs d'activité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le ralentissement chinois soit une surprise. On peut questionner les chiffres. Mais les statistiques qui sortent restent dans le consensus de marché. Est-ce que, Agnès, on a peur d'une récession, une retombée de l'économie mondiale en récession? On en est là? On a peur surtout d'un retour de la déflation, c'est surtout ça. Donc, notamment, on a vu dans le consensus, on n'attend plus que 5% des bénéfices par action, notamment sur l'Eurostoxx 600. Donc, du coup, il y a eu des révisions à la baisse très rapides entre le mois de août et le mois de septembre. Donc les analystes ont révisé à la baisse leurs bénéfices des actions d'une manière violente pour ne pas se faire coincer comme la fameuse année 2011. Voilà. Et donc tout le monde cherche un peu la porte de sortie et ça explique c'est cette descente notamment des indices. Oui, alors cette peur de la déflation, il faut la relativiser. On va voir s'afficher à l'écran l'inflation, oui. Donc qui est sortie en début de semaine en zone euro, un peu en dessous des attentes. Mais il faut bien distinguer l'inflation corps de l'inflation générale. Alors c'est quoi l'inflation cœur ? L'inflation corps, c'est l'inflation corrigée des effets énergie, tabac et alimentation. Et c'est laquelle? C'est la bleue ou c'est la rouge? C'est la rouge. Donc la rouge est stabilisée un peu en dessous de 1%. Tandis que la bleue est fortement corrélée donc au prix de l'énergie. Et la baisse du pétrole, forcément, la fait passer en zone négative. Exactement. Donc il faut tempérer cette crainte de déflation. Mais même 1%, c'est pas beaucoup. On a tendance à dire que quand il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de dynamisme économique. Et finalement, c'est ce qu'on voit, c'est cette espèce d'atonie de la puissance, du dynamisme, de la pression dans les tuyaux. Oui, on est dans un monde avec une croissance faible, mais cependant cette croissance est plus équilibrée. On a la Chine qui est un peu en retrait. Il y a un transfert de richesse qui se fait en faveur du consommateur occidental, américain et européen. Bon, vous nous avez apporté d'autres graphiques. On va voir le pétrole. Donc le pétrole, on retrouve la courbe bleu qu'on a vue sur l'inflation. Le pétrole, certains le voient à 20 $. Aujourd'hui, Goldman Sachs. Goldman Sachs, exactement. Oui. Aujourd'hui, on pense qu'on est plutôt sur des niveaux d'achat. On voit un niveau moyen à moyen terme de plutôt 60 $, parce qu'on pense que la production américaine est en train de décélérer et on n'aura pas de nouveaux barils iraniens avant un certain temps. On a déjà connu le baril à 20 $, c'est intéressant ce graphique dézoomé, c'était en 2002 Agnès. Donc c'est pas forcément quelque chose d'inimaginable. Non, non, non. Le PMI aussi. Les indices d'activité, oui. Donc on a mis les Alors trois... on rappelle ce que c'est, ce sont les directeurs des achats qui donnent leurs sentiments. Et ça permet, quand on est directeur d'achat, on anticipe justement ce dont on va avoir besoin de son entreprise. Et si ça ralentit, ça veut dire qu'on attend une activité moins forte. C'est ça, c'est un indicateur avancé de l'activité. Donc on voit en orange la Chine qui décélère. Le chiffre qui est sorti lundi est conforme aux attentes. On a eu, je le répète, une mauvaise surprise au mois d'août.
mais on ne découvre pas aujourd'hui la décélération chinoise. On a un momentum favorable en Europe. Oui, on voit que ça progresse, hein, la courbe bleue. Oui, oui. Ça va dans le bon sens. Tandis qu'aux États-Unis, il y a une décélération, essentiellement les commandes à l'export qui sont en baisse. Donc c'est un effet devise. La consommation privée devrait prendre le relais. On a une consommation privée solide et une bonne tenue du secteur de la construction. Alors, autre graphique, on enchaîne avec cette fois-ci l'échange, le chômage d'abord. Le taux de chômage, donc les marchés attendent le taux de chômage cet après-midi à 14h30. On a eu une enquête ADP avant-hier qui laisse présager d'un bon chiffre. On voit que clairement aux États-Unis, le marché de l'emploi s'améliore. On a aussi en Europe un point d'inflexion qui a été posé en 2013. Cela va dans le sens de la consommation, des consommateurs qui sont confiants, comme on va le voir sur le graphique suivant. Alors, la confiance des consommateurs qui s'affiche là en effet et qui progresse. Alors il y a du bleu et du rouge. Donc toujours le rouge pour les États-Unis, le bleu pour l'Europe. On a eu un chiffre européen qui est sorti supérieur aux attentes en début de semaine. On voit clairement que le momentum est bon. Le consommateur tire la croissance en Occident. Tout ça va un peu dans le même sens. On a l'impression que l'Europe et les États-Unis tiennent le bon bout, même si les États-Unis sont en avance de cycle. La Chine, elle, à contrario, recule. Voilà. Qu'est-ce qui va l'emporter? C'est un peu ce bras de fer. C'est pour ça qu'on appelle cette émission sur le fil du rasoir. On a l'impression que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. On va essayer de le voir du côté positif. Je pense qu'on a une croissance qui est plus équilibrée. On attend 2,3 en 2015, 2,6 en 2016. Avec une partie émergente autour de 3,4, les États-Unis autour de 2, 2,3 et l'Europe autour d'1,5. Donc on a un équilibre qui se met en place et qui est relativement sain. Qu'est-ce que vous retirez de ces leçons et de ce tour d'horizon macroéconomique en tant que gérante, Agnès? On voit déjà notamment une sortie des pays, notamment des investisseurs des États-Unis, et en arbitrage sur l'Europe. L'Europe du Sud s'est bien réveillée, donc ce qui booste notamment cette activité-là. Donc la France, on se rend compte qu'il y a eu une déception là, cet été sur l'activité française, puisque notamment on espérait une croissance de 0,2, on est tombé flat. Donc du coup, ce qui a fait peur sur le marché. Donc voilà. Et donc le marché a cette volatilité sur cette instabilité de croissance. D'un seul coup, c'est un effondrement de cartes, puisque sur le premier semestre, le marché s'était envolé sur des prévisions haussières, optimistes. On était sorti des craintes récessionnistes de la déflation. Et là, de nouveau, on se le reprend en pleine figure. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie économique. On va s'intéresser aux risques et à notre tableau de bord maintenant. Alors, on a 12 clignotants qui vont s'afficher, qui correspondent à des feux et à des niveaux de risque sur ces différentes lignes. Qu'est-ce qui bouge cette semaine, David? On a les perturbations qui passent au rouge. Oui, on a le niveau des perturbations qui se dégrade. Alors, j'ai segmenté ces indices en deux catégories. Les indicateurs purs de marché, qui sont rouge-orangé, et les indicateurs plus fondamentaux, des indicateurs économiques, qui, eux, sont plutôt dans une zone de confort. D'accord. C'est ce qu'on voit avec le pouce vert et le pouce rouge. Exactement. Voilà, donc si on zoome, on va zoomer sur les perturbations notamment, donc qui se dégradent, on l'a dit. On repasse au-dessus du seuil de crise, comme vous l'appelez. Exactement. Alors comment est construit cet indice? Il est construit à partir des volatilités implicites du marché. Qu'est-ce que la volatilité implicite? C'est le prix de la prime d'assurance. Donc, si ce prix augmente, on a une occurrence de catastrophe qui est plus grand. Donc, aujourd'hui, les acteurs de marché price un éventuel mouvement baissier plus facilement. Très bien. Et le momentum aussi que vous avez apporté comme graphique qui va s'afficher, voilà. Donc on avait précédemment donc l'indicateur de marché, donc un ressenti qui est plutôt par les opérateurs. Voilà, une aversion au risque, une remontée de l'aversion au risque.
Quand on prend un peu de recul et quand on reprend une analyse macroéconomique, ici on a un indice qui est calculé par Citigroup, qui est un indicateur de surprise économique. Donc on va avoir les consensus et les chiffres qui sont sortis. Donc si le chiffre est supérieur au consensus, on va avoir une amélioration. Ici on voit bien deux trajectoires, celle des pays émergents, où les plus bas sont de plus en plus bas. C'est le orange. Hein. C'est le orange. Et les occidentaux qui, eux, ont plutôt une dynamique positive. Voilà. Bon, on sent bien que de toutes parts, on est un peu tiraillé entre la Chine, l'Occident, entre les pays émergents et les pays développés, entre, en effet, les opérateurs, les acteurs de marché et puis les fondamentaux économiques. Difficile d'y retrouver ces petits. Hein. Alors, on est sur le fil du rasoir aujourd'hui, clairement. La mission porte bien son nom. Exactement. Donc, ce constat nous amène à avoir un bêta plutôt faible et du cash dans les portefeuilles, et surtout à privilégier, Agnès en parlera, une exposition à la croissance occidentale plutôt qu'à l'Asie ou à la zone émergente. Bon, on reste en mode de 3, hein, météo 3, c'est le parapluie à portée de main. Un commentaire, Agnès, sur ces tableaux? Mais je rejoins tout à fait David. Bon, donc, voilà. Vous réservez pour... Il faut juste garder confiance et ne pas paniquer. Donc, voilà. Donc, vous sentez quand même un sentiment un peu, peut-être pas de panique, mais vraiment de crainte de la part de vos clients ou des investisseurs en général? Non, pour l'instant, nos clients, de tout bien, parce qu'on a des performances qui se défendent. Pour l'instant, quand le marché, je dirais, il n'y a pas une tendance très franche sur le marché. Un jour, on fait plus 3, le lendemain, moins 2. Donc, on est encore dans une période incertaine qui, je pense, ça va se décider après sur la micro, sur les résultats du 3e trimestre qui vont tomber aux États-Unis à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, mais il n'y a pas une tendance franche. Et puis, il y a quand même une croissance. On n'est pas en récession. Donc, du coup, ça... Il y a encore de l'espoir. Oui, et puis on n'est plus dans une crise financière non plus. Voilà. Donc... Bon, voilà donc pour la partie tableau de bord et gestion des risques. On va passer à la gestion et aux performances pour commencer. Alors, la partie performance, eh bien, on va la découvrir avec vous, Agnès. Je vous laisse commenter ces performances. Alors, sur la semaine, donc, on a légèrement surperformé notre indice de référence. Donc, on a seulement perdu 0,98 contre 1,1, donc l'indice CAC. Mais depuis le début de l'année, comme vous le voyez, on gagne plus de 8% par rapport à un indice CAC seulement 5,60. Donc voilà, donc du coup, c'est notre, si vous voulez, c'est nos poids. On gagne de la performance, notamment sur notre sous-exposition, notamment sur les défensives. Donc, alors ça, c'est le tableau sectoriel, hein, voilà. On voit s'afficher maintenant. Donc, on gagne là-dessus. On gagne également, surtout, et puis sur notre consommation, sur les semi-cycliques, où on perd moins que l'indice. D'accord. Voilà. Si on regarde maintenant le tableau des arbitrages, voilà, donc ça c'est les arbitrages passés. On a, si vous voulez, depuis 15 jours, on a rentré, même 3 semaines, on a rentré du Total. Souvenez-vous, Total, on l'avait sorti en début d'année aux alentours de 45, on avait souffert puisqu'elle était montée au-delà de 50. On avait un doute sur la distribution du dividende, à maintenir leur dividende. Total a fait un discours rassurant, donc ils donnent priorité aux dividendes, ils vont faire de nouvelles réductions des coûts d'exploitation. Donc du coup, et je pense que les pétrolières ont été soutenues cette semaine, notamment qui ont été liées sur des anticipations de baisse des stocks aux États-Unis et de la remontée du Brent. Donc voilà, petit à petit, on remonte, on est pratiquement à 5% sur Total. Et on craignait en fait, on craignait aussi un effet dit d'indice, c'est-à-dire que voilà, si les indices remontent, il y a beaucoup de Total dans l'indice et du coup, on risquait de se faire distancer. Exactement. Malgré tout, ce qu'on répète depuis plusieurs semaines, c'est qu'on ne croit pas tellement à la thématique pétrolière et que voilà, dès qu'on pourra larguer Total, on en profitera. Oui, il y a un effet dynamique à très court terme. Et puis surtout, il y a eu un discours rassurant qui est en train de jouer aussi, hein, puisque Total était négatif depuis le début de l'année. Donc il y a eu un désengagement des investisseurs sur ce titre-là également. Voilà donc pour les performances. On va passer à la rubrique gestion.
On a vu les arbitrages, on a vu les performances globales. On va voir les performances du portefeuille dans le détail et rappeler les lignes qui le composent. Alors voilà, avec nos amis allemands de Rheinmetall qui sont en tête de peloton cette semaine. Oui, parce qu'elle a un côté équipementier automobile, donc du coup elle a bien, le secteur automobile s'est bien ressaisi, notamment avec les mesures du gouvernement chinois sur une diminution de la TVA de 50%. Donc, et on a eu les résultats notamment des ventes de voitures aux États-Unis qui ont fortement monté. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs, en tête de peloton, on a 3 valeurs étrangères. Hein. On n'a pas tant que ça finalement dans le portefeuille, mais Infineon et Deleuze aussi qui se comportent bien. Il y a un côté hexagonal, il y a une espèce de trou noir actuellement sur la bourse française. Mais, de toute manière, les fortes variations de l'indice, donc plus on a... C'est pas un fonds, on est indiciel, donc du coup, on prend la baisse ou la hausse de toute manière en pleine figure. Quoi. Oui, mais nos petits voisins européens subissent aussi un peu des à-coups sur les indices. Oui, mais dans nos choix de valeurs, stock picking. Voilà, donc on a choisi des valeurs assez défensives et donc qui se restructurent également comme Deleuze, donc et Infineon. Un mot sur le secteur télécom qui recule fortement cette semaine. Est-ce que c'est lié à ce qui est sorti autour de Patrick Drahi et des inquiétudes qui semblent, selon certains, commencer à monter autour de son financement? Oui, je pense qu'il y a eu un impact là-dessus, notamment sur comment fait l'endettement d'Altis, ouais. Donc comment ça va à faire beaucoup de bruit. Et je pense aussi, comme le secteur des télécoms avait très bien résisté jusqu'à présent, en se disant est-ce que le secteur n'est pas bien valorisé également actuellement par rapport à ce qui se passe sur le marché. Mais on reste toujours confiant sur ce secteur-là. Alors vous nous avez apporté des graphiques aussi zoomés avec les top 10 et top et flop 10, comme on dit parfois. 10 meilleures contributions d'interaction cette semaine. Donc on voit le secteur technologique qui se défend bien parce que on voit de meilleures perspectives de croissance sur ce secteur-là. Donc, et puis je pense qu'ils ont des niveaux de valorisation de trésorerie assez importantes et surtout on s'aperçoit qu'il y aura sûrement une croissance plus rapide sur ce secteur-là. Donc voilà. En revanche, on voit que le secteur des biens d'équipement, notamment Legrand, qui nous pénalise. Il y a Legrand, Alstom, et je pense que c'est à très court terme un manque de visibilité de croissance, exposition notamment sur les pays émergents, et on a Vicat également son exposition sur l'Afrique et le Moyen-Orient, donc où notamment ces 3 pays entre la France, je dirais l'Égypte et l'Inde, où on espérait une dynamique, elle ne vient pas pour l'instant. Donc voilà, donc on a été un peu pénalisé, notamment sur ce secteur-là. Un mot, c'est une parenthèse, mais on a eu du Néopost à une époque dans notre portefeuille. Ils ont fortement décroché cette semaine. Oui. Vous parliez de dividendes de Total qui a rassuré, à contrario de Néopost. Qui divisent son dividende et ils maintiennent leur croissance, donc mais ils divisent. C'est triste pour eux, mais on n'est pas mécontent de l'avoir sorti du portefeuille. Oui, d'où ce comité de gestion. 12 comités de gestion, ça sert à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Quelles sont vos envies? Quelle est l'actualité? Cette semaine, je pense qu'on va mettre on met toujours sur surveillance le secteur automobile où on est vraiment dans le très bien. De Volkswagen. Voilà, on est très bien sorti de ce secteur-là. Donc, il n'y a pas des opportunités justement, parce que quand on voit que imaginons que Volkswagen soit le seul constructeur à avoir mis les doigts dans la confiture et avoir été malhonnête, que les autres constructeurs restent finalement non entachés par des pratiques frauduleuses. Le fait de profiter d'un trou d'air comme ça sur des constructeurs comme Renault, Peugeot, c'est pas le moment de revenir? Oui, c'est pour ça qu'on le met sous surveillance pour l'instant, mais peut-être c'est encore un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Peut-être. Et il y a un risque, selon vous, que d'autres soient finalement aussi rattrapés par cette histoire sur le diesel? Ou sur d'autres moteurs? Il y a très longtemps, il y a plein de secteurs où on peut se poser il y a le secteur pharmaceutique sur tel produit, notamment on a connu dans le domaine de l'alimentation avec Danone, si vous voulez, avec son lait, il y a eu Nestlé. C'est pour ça aussi que vous êtes prudente, vous dites il faut que la poussière retombe un petit peu. Un peu, oui. Donc là on est un peu trop dans la volatilité, comme faisait remarquer David, est trop élevée pour l'instant. Donc c'est des valeurs cycliques à fort bêta. Donc du coup pour l'instant on attend d'y voir plus clair.
On a eu le secteur minier qui a pas mal tangué. On a eu Glencore qui a fait les montagnes russes aussi cette semaine, moins 30%, plus 20%. Qu'est-ce qui se passe là? On pensait que les matières premières, c'était une valeur sûre parce qu'on aurait toujours besoin de plus de matières premières qui, par définition, se raréfiaient. Mais je pense que c'est le monde d'aujourd'hui qui change. Donc, depuis plusieurs années, on a notamment le monde minier qui demeure sous pression. Et donc, je dirais, c'est... Est-ce que ça va s'accentuer ou pas? Donc, je ne peux pas vous dire, mais pour l'instant, on peut avoir encore de nouvelles chutes de prix sur ces titres-là. Et Glencore, qui était, quand même, avait une capitalisation de 30 milliards de dollars. Ils sont passés de 500 au moment de l'introduction à 75 cette semaine. Exactement. Ouais, alors on voit l'effet chinois et puis on voit sur le Brent un choc d'offres avec l'arrivée du pétrole américain. Puis on va voir arriver, pas tout de suite puisqu'il faut remettre en marche l'appareil productif, le pétrole iranien également, qui plaide plutôt pour un maintien de l'énergie à bas coût dans la décennie à venir. Un mot sur l'immobilier également, Agnès? C'est un secteur que, d'ailleurs, c'est une de nos grosses convictions dans Interaction. Donc, Kaufman & Brown a publié de très bons résultats avec des réservations en hausse de plus de 24%. Donc, on a vu aux États-Unis également le secteur à un plus haut pic. Donc, on voit en Amérique du Sud aussi, en Espagne, ça se réveille également. Donc, voilà. Donc, du coup, il ne faut pas oublier que, notamment, les résultats aux États-Unis, de la forte hausse notamment, c'est dû à on attend une hausse des salaires des ménages américains, on attend des taux d'intérêt qui sont bas. Donc, et une confiance du consommateur. Donc, c'est de très bonnes données qui vont se reporter, nous, en France. On l'espère. On n'a pas beaucoup parlé des taux d'intérêt, parce qu'on attend toujours l'oracle Yellen qu'il s'exprime sur ce sujet, que Mme Yellen s'exprime sur ce sujet. Oui, comme le disait Agnès, le marché de l'emploi s'améliore. On ne voit pas encore de tension inflationniste sur les salaires aux États-Unis. Ça devrait venir dans les mois qui viennent. La dernière intervention de Yellen et les chiffres qui sont sortis récemment plaident pour une remontée des taux lors de la prochaine réunion en octobre. Cette remontée, on l'a dit, on le répète, elle sera beaucoup plus lente que dans les dernières phases de remontée des taux. La Fed sera très prudente. La BCE est là derrière pour donner le signal d'un QE plus fort, plus long. Donc on est dans un monde en Europe avec des taux d'intérêt bas et une politique monétaire accommodante pour longtemps. La distribution aussi, qui fait parler d'elle cette semaine. Oui, avec Carrefour, c'est vrai que Carrefour a été quand même, a été revenu a bien corrigé durant la baisse du marché. Donc on a un peu souffert parce qu'elle avait perdu plus de 12%. Et il y a eu les résultats de sa concurrente aux États-Unis qui a publié de beaux résultats. Carrefour, quand même, c'est une exposition à 70% en France. Donc on reste confiant sur ce secteur-là et avec une reprise de la consommation, je dirais, en Europe. Et ils ne sont pas exposés émergents. Donc, et Delhaize qui, comme je vous disais, n'est pas encore pricé la fusion à Hall dans Delhaize. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine en termes d'arbitrage? Est-ce que vous nous proposez des mouvements? Mais cette semaine, on a renforcé Total, on a allégé un peu KPN, notamment avec le secteur des télécoms. Donc, on va mettre sur surveillance notamment Peugeot. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas complètement, pardon, je vous interromps, mais de KPN, puisque on y va par Parce que pour l'instant, je pense que c'est un effet marché qui s'est passé, notamment avec Altis. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore certaine qu'il faut vraiment solder KPN. Donc, on en garde quand même un peu. Oui, donc voilà, parce qu'elle est en train de se restructurer. Il y a encore des opportunités de concentration du secteur. Total, vous disiez donc. On s'était renforcé, donc on est pratiquement pas loin de 5% sur Total, ce qui est pas mal. Donc voilà, on a soldé Air Liquide. Je trouve que les analystes sont très confiants sur le titre. Je pense qu'à 106, 110, elle est bien valorisée. C'est comme je le disais la fois précédente, elle a un PE de plus de 20%, et j'ai peur qu'il y ait un ralentissement, notamment subisse un ralentissement aux États-Unis. Voilà. Et donc Peugeot sous surveillance, c'est pas négatif, c'est positif, pour voir si on
rentre sur le titre. Oui, puisqu'on a vu notamment, on voit actuellement, Peugeot, ça a fait beaucoup de recherches, notamment sur les moteurs essence. Donc, et je pense que on arrive au fil des ans, de toute manière, avec la baisse des matières premières et du brint, on arrive à... Les gens, de plus en plus, vont reprendre des moteurs à essence. Voilà. Donc, il y a une nouvelle concentration sur ces moteurs-là. Merci à tous les deux pour vos explications, Merci. vos conseils. C'était clair, limpide. On se retrouve, merci à vous tous de nous suivre, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouvel épisode d'Interaction.